voici le fameux Cybertruck. On est au Salon de l'auto électrique de Québec, puis aujourd'hui, on va faire le tour des voitures qui sont ici. On ne peut pas embarquer dans le Cybertruck, mais on va vous montrer tout ce qu'on trouve d'intéressant au salon. Allons-y. Donc, on a le fameux Cybertruck ici, hein? La voiture icône de Tesla qui va donner là, son langage de design potentiellement à d'autres modèles comme le Cybercab qui s'en vient. On ne peut malheureusement pas embarquer dans le Cybertruck, mais on peut l'admirer. Puis, qu'est-ce que je vous dirais? En vrai, ça a l'air plus vrai que quand on le voit, en fait, en image. C'est un peu compliqué à vous expliquer, là, mais grosso modo, quand on regarde des images du Cybertruck, ça n'a comme pas l'air vrai comme camion, mais là, quand on le voit, ça fait peut-être finalement un peu plus de sens. C'est quand même complètement débile là, comme look, mais vous allez commencer à en voir bientôt sur les routes, hein? Tous les petits problèmes qu'il y avait avec l'homologation, puis le fait qu'on ne pouvait pas tourner le volant à 270 degrés pour faire un test. De Transport Canada, ça a été éliminé. Et le Cybertruck, ça s'en vient. Vous pouvez en commander un maintenant sur le site de Tesla. Ici, chez Stellantis, on a la fameuse Charger Daytona, hein? Donc remplacement de la Challenger et de la Charger en version électrique. Qui va acheter ça? Bien, les gens qui achetaient évidemment des Challenger. Ils ont réussi à reproduire le look hein, d'une voiture musclée américaine dans une voiture électrique. Est-ce que ça va être efficace? Probablement pas. Est-ce que ça va aller vite? Quand même, pas aussi vite qu'une Tesla Model S Plaid, mais on s'attend à avoir des excellentes accélérations. Et vous voyez, c'est une Stage 2. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée, honnêtement. Et pour vrai, là, c'est vraiment pas intéressant. Il y a quelques personnes qui vont acheter cette voiture-là. Ça va répondre aux besoins des gens d'un certain âge, d'une certaine génération. On continue. Une voiture qu'on a presque oubliée, hein? Le Jeep Wrangler Rubicon 4XE. Il fut une époque, il y a 3 ans environ, vous pouviez louer un Jeep Wrangler Rubicon full subvention pour 450 $ par mois. Honnêtement, des fois, je me demande si je ne regrette pas un peu de ne pas en avoir loué un quand les taux étaient bas, que les prix étaient plus faibles parce que les subventions forçaient les véhicules à être un peu moins chers. Ça, là, c'est pas nécessairement une bonne voiture, mais c'est une voiture qui offre quelque chose d'unique et je comprends que ça intéresse certaines personnes. On avait enlevé le toit là, de celui qu'on avait pu emprunter à JN Auto pour un essai et c'était vraiment une expérience très différente et très agréable. Donc, voilà. Chez Stellantis, il y a aussi la petite 500E, donc la Fiat 500, voiture extrêmement pas fiable qui nous provient d'Italie, qui existe aujourd'hui en version électrique. Et puis, la 500E, ça a l'avantage d'être une des voitures électriques les moins chères sur le marché, avec un prix de base d'à peu près 40 000 $ et avec les incitatifs gouvernementaux, ainsi que les rabais en ce moment, vous pouvez vous en procurer une, ou du moins la louer, pour environ 400 $ par mois, taxes incluses. Si vous voulez passer à l'électrique, mais disons, avec une deuxième petite voiture urbaine, c'est une des rares options que vous avez hein, et l'une des voitures électriques les moins chères depuis la disparition de la Bolt. On a le Polestar 2 ici. Et ça, c'est une voiture à l'avenir très incertain puisque le Polestar 2 est produit en Chine depuis 2020, mais avec l'apparition des tarifs là, du gouvernement canadien sur les véhicules électriques chinois, cette voiture-là est maintenant soumise à un tarif de 100% de son prix à l'importation, ce qui est l'équivalent là, dans le monde de l'auto électrique d'une exécution sommaire. Donc, que va-t-il arriver du Polestar 2? Il n'y a personne ici au kiosque qui semblait habilité à répondre à la question. Ce que j'ai entendu dire quand je parlais avec notre collègue le Patrick de Outsider Reviews, c'est que selon ses sources, Volvo, ou plutôt Polestar, a importé un très grand nombre de Polestar 2 avant la date limite là, où l'imposition des tarifs apparaissait. Et donc, cette voiture-là, elle est en inventaire, ou plus du moins, il y a beaucoup d'inventaires de Polestar 2. Donc, on va comme repousser un peu le problème. Probablement que les importations vont cesser, mais pas les ventes à court terme. Et puis, éventuellement, on verra bien ce qui arrive. Je crois que Geely ouvre aussi une ou des usines là, de production de véhicules en Amérique du Nord pour pallier à ces problèmes-là. Chez Hyundai, maintenant, on a une combinaison de différentes choses. On voit ici hein, des hybrides rechargeables, Tucson, Elantra. On a le superbe Hyundai Santa Fe hybride dans sa version
cornichon à la nette qu'on a pu essayer récemment. Pour vrai, c'est un super bon véhicule, très efficace dans sa consommation d'essence pour un hybride régulier. Et j'aime vraiment beaucoup le fait que ce ne soit pas une CVT, mais une transmission à double embrayage à 6 vitesses. Donc, un véhicule beaucoup plus dynamique que les hybrides typiques, par exemple, de Toyota. Mais qu'est-ce qu'on vient voir quand on va chez Hyundai? Bien sûr, c'est le Ioniq 5, une des voitures électriques qui est encore très en demande. Évidemment, on commence à avoir des inventaires qui apparaissent chez les concessionnaires. Si vous voulez un Ioniq 5N à 80 000 $, vous en trouverez en masse. Et puis le Ioniq 6, voiture qui avait une autonomie électrique dans sa catégorie presque inégalée. Mais depuis l'apparition de la Tesla Model 3, longue autonomie à propulsion, elle a un compétiteur. Mais ça, c'est une voiture qu'Alexandre aime beaucoup. Il adore les berlines. Donc, le Ioniq 6 aussi. Il y a quelques temps, 2 ans environ, on vous disait « GM, qui avait presque pas de voiture électrique à l'époque, sauf la Bolt, ça va être un des constructeurs avec la gamme la plus étoffée. » C'est ce qu'on voit, finalement, ça se concrétise. Le Equinox, ici, Blazer EV, je crois, le Silverado EV, et puis on a, qu'est-ce qu'on a ici? Le Hummer. Bon, on a une Corvette E-Ray, mais là, ça, c'est plus... je veux dire, c'est une voiture très intéressante, mais ce n'est pas une voiture 100% électrique. Et puis, le Hummer, ça, il y en a en stock chez les concessionnaires, quand même assez dispendieux. Ça commence aux environs de 130 000 $, mais vraiment un véhicule qui fait tourner les têtes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un Hummer et consommer aucune essence, mais une batterie de 212 kWh, quelque chose comme ça, qui a son empreinte écologique aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le GMC Sierra EV, qui nous arrive, je crois, en version Denali à partir d'environ 120 000 $ pour 2025. Donc, la gamme de Sierra et de Silverado, elle est un peu réduite en ce moment. On voit apparaître des versions au compte-gouttes. Dans le Silverado, on a le modèle haut de gamme RST, probablement équivalent à celui-ci, et les versions Work Truck. Pas de Work Truck encore chez GM. Ce que j'ai hâte de voir, ça va être une version, disons, LT, ou quelque chose de milieu de gamme qui devrait apparaître relativement à court-moyen terme. Chez Nissan, bien sûr, nous avons la Leaf qui ne veut pas mourir. On pense que c'est une voiture qui disparaîtrait, mais elle existe encore. Peut-être un peu trop dispendieuse depuis que la Bolt est disparue. Puis on a le Nissan Ariya, aussi une voiture qui n'est pas inintéressante. C'est quand même un bon véhicule électrique, avec un nom interminable, le 2024 Evolve Plus e-Force 87 kWh. Mais c'est toujours le prix qui est un frein, 64 000 $. Donc, quand même, dans la fourchette haute, on va dire, chez Audi, on nous présente une petite gamme de Audi Q4. Le, pas grand frère, je dirais, mais plutôt le frère plus cossu du Volkswagen ID4. Quand même plus dispendieux, je pense qu'il y a moins de subventions, ou en tout cas du moins sur certains modèles. Personnellement, je trouve que le ID4, c'est quand même un bon véhicule, commence à avoir des incitatifs, il y a des inventaires aujourd'hui, donc on va passer rapidement là-dessus. Si vous voulez quelque chose comme ça, je vous conseille d'aller vers le ID4 directement. Chez Porsche, on a la Taycan. Si vous êtes un des fans de plus de millage depuis le début, vous avez probablement vu notre essai d'une Porsche Taycan Turbo S rouge. Bon, en fait, vous ne l'avez probablement pas vu parce qu'il n'y a presque personne qui a écouté cette vidéo-là. Comme si ça ne vous intéressait pas. Mais bref, on a ici une superbe Porsche Taycan, une des voitures avec les performances de recharge les plus intéressantes, quand même assez lourde. Et il ne faut pas taire le fait que c'est une voiture qui, dans la plupart de ses versions, est moins rapide que la Tesla Model S Plaid, mais une voiture tellement plus accomplie, raffinée, stable à haute vitesse. Il y a une raison pourquoi il y a des gens qui achètent ça par-dessus une Tesla. Et c'est une très bonne raison. On poursuit. Cayenne hybride. Comment avoir un Porsche Cayenne et pouvoir rouler dans les voies réservées et rire des gens qui sont pris dans le trafic? C'est la manière d'y aller. Et puis le Macan électrique qui nous arrive avec quelque chose comme une autonomie de 500 km, quand même une grosse batterie de 100 kWh. Le Macan, d'ailleurs, même en version thermique, c'est une voiture qui garde sa valeur de revente surprenamment plus que le Porsche Cayenne. Je pense que vous pouvez avoir Cayenne usagé pour moins cher qu'un Macan de la même année. Et ça, je crois que c'est une voiture qui va connaître un
relatif succès, évidemment, dans son segment. C'est une voiture moins, disons, qui va être moins populaire que bien des voitures plus accessibles. Mais ça, je pense que c'est une voiture qui va connaître un gros succès. Je pense que ça va maintenir sa valeur de revente. Ça va être très recherché aussi sur le marché de l'usager par la suite. Donc, ça, c'est un modèle que je suis content de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit chez Toyota? Bien sûr, la Toyota Prius, les Prius Prime, qui sont encore des voitures très populaires. On a derrière là, un RAV4 Prime. Bon, on ne le cache pas, là, mais ça, c'est quand même le pain et le beurre de Toyota en termes d'électrification. Une voiture qu'on peut se permettre de vous vendre à fort prix depuis que les règlements sur les subventions ont changé. Très peu de disponibilité. On vous offre la couleur que vous aurez, à part un modèle XSE technologie, là, très difficile de trouver ça en concessionnaire. Mais ça demeure le saint graal des voitures électriques, l'une des voitures électriques les plus recherchées sur le marché. Chez Mitsubishi, un seul modèle présenté ici, le Outlander PHEV. Comme vous le savez, je suis l'heureux propriétaire d'un Outlander PHEV 2024. Il y a une nouvelle révision du Outlander qui va nous arriver, mais au Canada, ce ne sera pas pour l'année modèle 2025. Je crois que ça va être pour l'année modèle 2026. Un peu plus d'autonomie, une batterie un peu plus grosse, surtout plus de puissance, une plus grande capacité de décharge de la batterie. Donc ça, c'est un véhicule très populaire, mais qui fait un peu son âge avec le port CHAdeMO. J'ai hâte de voir une version avec un port CCS pour la recharge rapide ou NACS qui combinerait la recharge rapide et la recharge de niveau 2. Et ici, on a une version évidemment plus cossue, qui est toute en noir. Un véhicule très populaire, surtout parce qu'il est disponible. C'est pas comme le RAV4 Prime. Le Outlander PHEV, il faut acheter la version que vous voulez. Les versions de base ES sont un peu moins disponibles, mais je veux dire, vous allez chez votre concessionnaire, vous allez avoir le modèle et la couleur que vous voulez, probablement la même semaine. Et c'est ça qui rend ce véhicule-là aussi populaire. On voit qu'il y a les petits accents dans le bouclier. Ça, c'est une option à plus de 1000 $. Moi, évidemment, je ne l'ai pas pris dans mon cas. Alfa Romeo Tonale, la variante Alfa Romeo du Dodge Hornet. Qui achète ça? Personne. Quoi dire de plus? On voit rapidement les constructeurs qui ont un seul modèle électrique à montrer. Chez Volkswagen, on a un ID4, un ID4, un ID4, donc 3 ID4. Puis, on commence à faire notre paix avec le Volkswagen ID4. Beaucoup de problèmes de disponibilité au début. Il était évidemment très disponible aux États-Unis où il croulait dans les cours de concessionnaire. Puis au Québec, on n'en avait pas. Donc là, vous voyez, Pro All-Wheel Drive, 61 000 $, quand même assez dispendieux. Mais on a des modèles de base à partir d'environ 50 000 $. Donc, le ID4, ça reste quand même un excellent modèle, une très bonne voiture électrique. Et maintenant, là, après là, les impasses que Volkswagen a connues, on vous recommande les ID4. Si c'est un véhicule qui vous intéresse, nous n'avons aucune réserve. Chez Ford, on a les suspects usuels, donc le Ford Transit, le Ford e-Transit plutôt, qui nous arrive avec un prix de base d'à peu près 70 000 $. Un excellent véhicule. Je suis très heureux de voir les véhicules commerciaux s'électrifier. Le Transit est avec nous depuis quelques temps. Peut-être ce qui manque à cette voiture-là, c'est une variante à grande autonomie, surtout pour les gens qui veulent, par exemple, les convertir en motorisé, quelque chose comme ça, se faire un van life, ou les gens qui veulent faire des livraisons sur les très longues distances. Mais Ford mise vraiment là, sur la livraison en ville avec cette version-là. On a le Escape PHEV, le Escape qui est destiné à disparaître, mais qui n'a pas lancé son dernier cri. Il fait son last stand. Et en version hybride branchable, bien sûr, c'est un véhicule relativement intéressant, relativement abordable aussi. Le Ford Lightning, on sait que Ford a ralenti ses plans pour trouver un successeur au Ford Lightning. D'ailleurs, en 2024, la camionnette F-150 est révisée, nouvel intérieur, plein de choses, la simplification de la gamme aussi. Mais le Lightning, lui, reste inchangé. Et c'est ça qui est un peu, pas surprenant, mais je dirais qu'il démontre peut-être l'engagement qui est moins fort vers l'électrification de Ford. Ils veulent demeurer une entreprise ou un manufacturier qui pousse beaucoup l'électrique, mais peu de nouveaux modèles dans le pipeline dont on a entendu parler. Et bien sûr,
le Mach-E, la première voiture électrique de Ford, qui nous est arrivée avec un nom, le nom Mustang. Petit frunk, hein? Beaucoup de VUS compacts qui n'ont pas de frunk. C'est essentiellement un Tesla Model Y avec un badge Ford. Bon, c'est pas ça, mais ils ont répété la recette du Model Y avec un certain niveau de succès. Chez Genesis, on a le GV60, hein? Donc la version Genesis du Ioniq 5 et du Kia EV6. Je pense pas que c'est une voiture qu'on vous a jamais montrée sur la chaîne, fait que j'aimerais ça savoir, dites-moi là dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez voir les produits Genesis ou ça vous intéresse plus ou moins bof? Mettez-le dans les commentaires, puis on va voir ce qu'on peut faire si ça vous intéresse. Au stand de Tesla, il y a un fameux robot Optimus, mais là, s'il y a des gens avec un œil aiguisé autour, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un vrai Optimus ou si c'est juste, disons, une maquette d'un robot Optimus? Parce que, bon, là, évidemment, il ne se tient pas sur ses propres jambes, il est sur un support. Puis on dirait que la plupart des composantes là, sont peintes un peu comme on verrait dans ce qu'un de mes profs au cégep appelait là, de l'ingénierie de canne de bine, quand on essaie de démontrer le produit physiquement, mais sans avoir nécessairement une version fonctionnelle. Donc, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un vrai robot Optimus? Bon, il y a sa petite boucle de ceinture, évidemment, là, très, très, très texane. Ou c'est vraiment juste là, une maquette du Optimus? Dites-moi ce que vous en pensez. Le Cadillac Lyriq, c'est une voiture que j'ai hâte d'essayer, surtout depuis que j'ai eu l'opportunité d'essayer le ZDX, hein, qui est une voiture bâtie sur la même plateforme et même dans la même usine. Là, j'ai été corrigé d'ailleurs, là, Blazer EV ainsi que le Cadillac Lyriq et le ZDX ne sont pas produits dans la même usine, mais le ZDX est quand même produit par GM. Bref, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je pense que c'est un mix d'électrification, de confort et d'un peu de tout là, qui est vraiment intéressant, puis dans un look qui est acceptable. J'ai jamais vraiment aimé les Cadillacs, mais là, ici, je pourrais me faire à ce look-là. Chez Mercedes, on a toute une panoplie de VUS, principalement des VUS, soit électrifiés, en 100% électrique ou PHEV. Donc, on a le EQS Maybach, ici, 680. On a le EQE, la version électrifiée du GLE, ou plutôt là, une variante électrique dans un format similaire. Là-bas, ici, on a le GLE régulier, puis le GLC. Ça, je crois que c'est le EQB, corrigez-moi si je me trompe. On a ici la EQE1 de Mercedes, donc la version électrifiée de la classe E. Puis là, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous intéresserait de voir des voitures comme celle-là sur la chaîne? On n'a jamais présenté une Mercedes. En général, quand on vous présente des voitures de luxe, et ça n'intéresse pas trop tout le monde. Fait que là, j'aimerais ça le savoir. Est-ce que les voitures électriques plus chères, celles qui coûtent 100 000 et plus, ça vous intéresse? Ou vous voulez qu'on essaye de se concentrer sur ce qui est plus abordable et accessible? Mettez-le moi dans les commentaires. Chez Subaru, nous avons bien sûr un Solterra et un Solterra, hein. Subaru doit faire avec la gamme que Toyota lui fournit au travers du Solterra. Qu'est-ce que vous pensez du Solterra? Je pense que c'est une voiture là, qui a eu un mauvais départ. Le fait aussi qu'on avait juste des versions à traction intégrale, ça rehaussait le prix de base. Est-ce que Subaru devrait offrir une version traction du Solterra, hein, et se dérouter là, de cette stratégie essentiellement 100% de traction intégrale, à l'exception évidemment du BRZ? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça rehausserait les ventes de Subaru, est-ce que ça pourrait leur permettre de s'en sortir face au quota de vente de véhicules électriques? C'est une bonne question, je pense. Il y a 2 ans, on est allé au salon des véhicules électriques de Saint-Hyacinthe. Il y avait à peu près une vingtaine de Bolt sur le plancher, hein. C'était comme une des voitures électriques les plus en demande et les plus intéressantes. Mais là, bien évidemment, la Bolt n'est plus en production avant qu'elle revienne en tant que modèle 2026 à la mi-2025. Donc, là, il faut se contenter d'une Bolt là, qui appartient à un autre exposant qui n'est pas Chevrolet. Moi, j'attends avec impatience le retour de la Bolt. J'espère qu'elle va nous revenir avec un prix qui est aussi abordable que l'était la génération qu'on voit maintenant. Voici le Lexus RZ. Mais non, c'est pas un RZ, c'est un RX, vous me l'avez dit assez de fois. Ça, c'est un RZ. Donc, chez Lexus, on offre bien évidemment des hybrides dans des hybrides branchables et on commence à pousser le 100% électrique en se basant sur la plateforme du Toyota BZ4X. Est-ce que c'est un succès? J'ai vraiment hâte de voir Toyota arriver avec là, une nouvelle plateforme de voiture électrique et ce ne sera probablement pas pour demain. Je pense que ça va être essentiel là, à la survie de cette entreprise-là parce que je
Je pense qu'ils sont partis du mauvais pied avec le BZ4X. Bien que ce ne soit pas une mauvaise voiture, je pense que c'est une voiture ou une plateforme qui a été mal positionnée. C'est vraiment difficile pour Toyota de se sortir de cette image-là. On va conclure notre vlog d'aujourd'hui devant ce que moi je considère être la voiture de l'année 2024 dans l'électrique, le Kia EV9. Là, il est dans une couleur là, râpée, or, là, ça donne un peu envie de vomir, là, mais si vous restez avec moi pendant une couple de secondes, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le premier VUS à 3 rangées qui nous arrive, admissible aux subventions. Une auto qui fait du sens, qui répond aux besoins de 90 % des gens. Puis tous les gens qui disent « Ah, j'ai besoin d'une auto plus grosse ou peu importe, ou j'ai besoin de tirer », bien, le EV9, il fait tout. Évidemment, si vous voulez remorquer une remorque, l'autonomie, c'est plus réduit, mais pour vrai, là, pour la forte majorité des gens, c'est largement suffisant et le prix est aussi assez intéressant. Évidemment, quand on tombe dans les versions LAN Premium, c'est plus cher, mais un LAN d'attraction intégrale à 65 000, je pense que c'est une offre de valeur vraiment intéressante. Donc, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté le vlog. Si vous avez aimé le contenu qu'on a fait aujourd'hui, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.